Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Comment devenir un champion de la négo? On en parle avec Nicolas Duguet de Booster Academy, quelques petits trucs, notamment quand un client vous challenge. On va en parler avec lui dans quelques instants. Dans Smart et Réglo, Étienne Pujol sera avec nous, il est avocat. Il y a toutes sortes d'entretiens, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Il y a celui tous les 6 ans. Qu'est-ce que c'est exactement que cet entretien? On en parle dans le détail avec Étienne Pujol. Et puis dans le cercle RH, on va parler de l'intérim. Alors c'est un secteur évidemment qui est un indicateur de bonne santé ou de mauvaise santé de notre économie et de notre emploi. On fera le point. Un secteur qui repart lentement. On fera le point avec des experts et des chefs d'entreprise de ce secteur justement de l'intérim. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera à la fin de notre émission des missions locales. Vous les connaissez, c'est un maillage territorial, ces missions locales. Elles vont tenir leur semaine, la semaine des missions locales. Ce sera du 13 au 22 octobre prochain. Et nous accueillerons Christine Cloarec, elle est la vice-présidente de l'Union nationale des missions locales. Et bien évidemment, l'ambition, c'est de tendre la main à tous ces jeunes qui cherchent un emploi. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, j'ai envie de dire aujourd'hui, bien dans sa négo. Bonjour Nicolas Duguet. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau. Vous êtes le directeur général de Booster Academy. Vous apprenez, vous et vos équipes évidemment, l'art de la négociation. Vous sortez un livre. Là, le titre est très clair. Devenez un champion de la négociation en collaboration avec Sophie de Parseval et Christelle Arenberg, avec une méthode règle, résister, engager, conclure. D'abord, un petit mot, parce qu'il y a un vrai sujet dans ce que vous soulevez dans la négo. La négo, c'est une guerre ou c'est une manière de trouver une forme d'harmonie avec l'autre? Parce que c'est un vrai débat chez certains négociateurs qui disent on est en guerre, il faut tuer l'autre. Puis il y a une autre école qui dit non, pas forcément. Moi, je crois surtout pas. Il faut surtout pas tuer, puisque en réalité, une négociation, c'est sur ce coup-ci aujourd'hui, mais c'est aussi demain dans les relations commerciales. Normalement, on a une vraie relation de fidélisation. On peut tuer une seule fois. C'est dans son nom d'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu comme dans un James Bond. Or, ça n'a aucun sens. Et on s'aperçoit bien que finalement, globalement, quand on est sympa avec les gens, ils vous le rendent bien la plupart du temps. Ils vous le rendent bien, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant dans cette négociation. Alors, on va reprendre ce terme-là parce qu'il est amusant, même si le penseur du gagnant-gagnant, qui s'appelait Axelrod, qui a inventé il y a une quarantaine d'années ce concept de la coopération, a voulu démontrer qu'en fait le gagnant-gagnant ne fonctionnait pas réellement. Parce que pour qu'il y ait gagnant-gagnant, il fallait que tous les négociateurs abordent le sujet avec transparence à 100%. Et on voit bien que rien que cette phrase est impossible. Quand on négocie, on ne peut pas tout dire à 100%. Il y a une partie qui reste cachée, puisqu'il y a une part des cartes qu'on n'ouvre pas. Par exemple, chez Booster Academy, on a un objectif. Oui. On a un objectif, et chez Booster Academy, on forme les gens à valoriser leur offre. Donc on va plutôt appuyer sur les points forts de l'offre que sur ses points faibles. Et il y a toujours un point faible dans une offre. Il y a quand même une partie de la diction, de l'oralité, d'une forme de théâtralisation. J'imagine que ça, vous l'apportez, vous accompagnez. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une négociation un peu flat. La négo, il y a quand même quelque chose d'assez théâtral. C'est un espace un peu théâtral de la négociation. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de fond qui est rationnel, qu'on forme évidemment sur le plan des techniques. Puis il y a un sujet de forme qui est le sujet émotionnel et qui est lié à la partie posture. Comment j'arrive à embarquer, c'est lié à des notions de leadership, capacité à influencer et à fédérer et à embarquer. Et effectivement, on travaille notamment avec des consultants théâtre, nous, sur ce sujet de la posture. Donc on travaille à la fois le fond dans nos centres et à la fois sur la forme. Pourquoi c'est utile en 2021 de négocier? On est à l'ère de l'Internet, j'achète tout sur Internet, j'ai finalement moins de rapports physiques avec quelqu'un. Pourquoi c'est encore utile? En fait, c'est un peu comme à la maison. Moi, je crois qu'il faut, il faut un aspirateur et puis il faut un balai. C'est un peu la même idée, quoi. On peut faire beaucoup d'achats sur Internet. Hier, il y avait le taux d'achat sur Internet de l'habillement. On est à 20%. C'est-à-dire qu'il y a encore 80% de physique. Et en égo... Ce qui peut s'expliquer, par ailleurs. Absolument. Pour les tailles, on a besoin de... Voilà. On est obligé d'essayer, quoi. Mais on est quand même à 80%, alors qu'on pourrait dire tout est sur Internet. En égo, à titre privé, déjà, pour l'achat d'une vie, une maison, on peut négocier le prix de la maison, le crédit, l'assurance, la DSL, la cuisine, les meubles. On peut négocier avec les enfants. Vous voyez, et à titre professionnel, et nous, on nous sollicite beaucoup là-dessus chez Booster Academy, je dois négocier avec mes collègues, avec mon patron, des budgets, du temps, avec des clients, je dois négocier mon salaire. Donc vous voyez qu'en pro et en perso, on a toujours besoin de négocier. En fait, vous nous dites, sans nous en rendre compte, on passe notre vie à négocier. Oui. On est
parfois même inconsciente. On est dans la négo. De façon naturelle, un échange de paroles peut être une forme de négo. Le meilleur conseil que vous donnez, alors pour ceux qui nous regardent, alors qui sont dans la vraie négo, dans le dur, dans le boulot, et puis dans leur vie perso, c'est quoi un bon négociateur finalement ? Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est préparé, parce que ça, c'est nécessaire évidemment en amont. Puis j'aime bien dire que dans négo, il y a égo. C'est être capable de mettre un peu son égo au point mort. D'accord ? Pour essayer d'être réaliste sur les choses. On ne peut pas toujours gagner. La négociation, c'est aussi un échange. Il faut accepter que l'autre gagne des choses. Et est-ce qu'il y a des subtilités comme ça, un peu machiavéliques, où on fait croire à l'autre finalement qu'on a perdu, mais in fine, le calcul qu'on avait fait fait qu'on a gagné quand même, et que l'autre a l'impression d'avoir gagné. Vous voyez, c'est-à-dire personne n'a perdu dans l'affaire, et il y en a quand même un qui se fait un peu rouler. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. Ouais. Alors, il y a effectivement des techniques de bluff, voire de mensonge dans la négo. Nous, c'est pas ce qu'on recommande. Vous n'êtes pas sur ces méthodes-là. Hein. Du tout. En plus, vous savez, il faut savoir perdre. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je démarre un nouveau projet avec un client qui m'a fait perdre 4 fois de suite. Ça fait 4 ans que je fais des appels d'offres et je perds à chaque fois. On négocie et je perds. Et à chaque fois, après la négo, il me manage et il me dit, voilà, Nicolas, tu as perdu pour ça. Il a toujours gardé une bonne relation pour me motiver. Et finalement, cette année... vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais une fois sur 5, j'ai réussi. Mais cette fois-ci, il m'avait aidé et on a gagné. Donc finalement, vous voyez, si je m'énerve les 4 fois en me disant, ça fait 4 fois qu'il me fait perdre, je peux pas y arriver, il faut accepter de perdre. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est quoi un bon négociateur ? Là, vous dites, parce que dans tous les travaux que vous faites avec les experts qui vous accompagnent, vous dites qu'il y a 7 approches de négociation. Oui. C'est quoi les 7 approches de ces négociations ? Alors, en fait, il y a 7 moyens de déstabiliser quelqu'un. De déstabiliser quelqu'un. C'est exactement ça. Et j'ai l'habitude de dire que pour ça, il vaut mieux avoir la partition dans la tête que la tête dans la partition. C'est-à-dire qu'on doit être archi préparé, évidemment. Et on ne peut pas tout le temps regarder, évidemment, ce qu'on a préparé. Ces 7 moyens, je vais vous les donner à la volée, en fait. On peut vous attaquer sur la valeur, la valorisation, le montant. Et ça, c'est un moyen d'attaque. On peut évidemment vous comparer à d'autres. Normal, on benchmark, on se dit, bah oui, mais votre concurrent, bon. On peut vous montrer que vous savez beaucoup de choses. Moi, acheteur, je connais bien le marché. On peut également vous montrer que vous connaissez beaucoup de monde. Moi, j'ai du poids dans un réseau, dans le MEDEF, par exemple. Et ça fait peur. Et ça fait peur. C'est un pouvoir d'influence. On peut également vous mettre une notion d'urgence. On peut vous mettre une notion de sanction. Si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. Et puis après, il y a une approche non verbale, la partie posture dont vous me parliez il y a quelques instants. Ça veut dire, là, on est vraiment dans du défensif. Les éléments que vous me donnez sont des éléments qui maculent et qui peuvent me faire perdre le fil de ma négociation, du prix que je m'étais fixé, du montant, du pourcentage. On est d'accord ? On est parfaitement en phase. Je pousse la porte de Booster Academy et j'expose ces difficultés. Oui. Et vous me dites, on va trouver des contres. Exactement. C'est un peu du sport, votre histoire. Hein. C'en est parfaitement. On travaille sur les 7 réponses à apporter, déjà de façon naturelle. Et ce n'est pas parce qu'en plus, la personne en face de vous utilise une de ces 7 techniques qu'elle peut utiliser de manière involontaire ou inconsciente. C'est naturel qu'elle veut forcément vous déstabiliser. Et justement, en termes de performance mentale, parce qu'on travaille beaucoup, il faut être capable de résister et de se sentir bien sous l'attaque. Le REC, un petit mot avant de nous quitter, parce que REC, c'est quand on enclenche une cassette dans le monde audiovisuel, mais c'est pas ça chez vous, le REC. Non. Chez Booster Academy, c'est résister, engager, conclure. Ça, c'est une méthodologie. Absolument. Que vous posez, j'imagine, comme base méthodologique à vos participants, à vos élèves. C'est quoi le REC ? Alors, dans le R, en fait, on a la partie préparation amont. D'accord ? Là où 80% du travail se joue en réalité. Hein. Et puis il y a la partie... L'amont, c'est quoi ? C'est connaître son dossier, connaître son produit, avoir créé quoi, son cheminement intellectuel pour... c'est ça ? Se fixer ses objectifs, ses plans de repli. Regardez ce que je vais répondre si on me parle de tel ou tel sujet par rapport aux 7 techniques. Ça, c'est la partie amont. Et puis après, c'est la partie R de résister, en fait, qui est plutôt la valorisation de mon offre, de mon bien, de mon service. C'est également valable aujourd'hui. Des DRH nous sollicitent sur ces sujets, pour valoriser l'offre entreprise, parce qu'il y a une guerre des talents. Pour acquérir ou garder des talents, il faut être capable de valoriser son offre RH. Leur marque employeur. Exactement. Pour essayer de donner un peu envie à ceux qui sont des talents de pousser la porte de l'entreprise. Exactement. Et donc, il faut trouver les bons mots pour trouver, je dirais, ce qui va valoriser plus l'entreprise que la dévaloriser. On est bien d'accord. Engager et conclure. Engager, ça veut dire aller chercher l'autre et le ramener vers moi. Exactement. Là, on est dans le judo, là. C'est exactement ça. C'est essayer de trouver un terrain d'accord pour qu'on puisse avancer vers la conclusion. Et enfin, conclure, ça veut dire qu'à un moment donné, il se passe
un moment formalisé où on se dit, bon, bah, on est donc d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on est d'accord oralement ou par contrat. Il y a des entreprises où finalement on ne vend pas tout de suite, il n'y a pas de contrat, c'est de l'influence et on incite à vendre notre offre par la suite. Même si cette notion de contrat, pour tout vous dire, alors il y a eu un contrat célèbre récemment avec des militaires, mais globalement, un contrat... Ce contrat célèbre en défaveur de la France. Oui, enfin, c'est un contrat, on a le droit d'en sortir. Enfin, un jour, j'ai vu Fanny, je crois, ici parler de l'ultra-crépidarianisme. Tout le monde parle de ce sujet-là, personne ne sait ce qu'il y a dans ce contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des clauses de sortie et qu'ils avaient le droit de sortir, je pense. Donc, un contrat, c'est d'abord un contrat de défiance. C'est pas un contrat de confiance, comme le dit une certaine marque. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et un contrat, c'est pour prévoir tout ce qui va mal se passer. La négo... effectivement, il y a forcément la plupart du temps un contrat, mais c'est d'abord un accord oral entre deux personnes. Avant de nous quitter, vous la sentez, cette reprise? On va parler de l'intérim, qui est un indicateur de reprise, ou pas d'ailleurs, à travers les demandes de négo. Est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise? Est-ce qu'on est dans une reprise? Est-ce que les entreprises vous disent, là, on a vraiment besoin qu'on accompagne nos cadres? Oui, on a les chiffres qui disent 8 points de chômage. On est à 4 en Allemagne, donc si on va par là, vous voyez bien qu'on va avoir une pénurie de talents extrêmement importante. On nous sollicite de plus en plus pour travailler sur les sujets de performance commerciale, de management. Même des entreprises qui sont des champions du recrutement nous disent on a du mal à recruter. Donc ce travail sur la vente... Vous vente... lancez le débat d'intérim, vous dites même elles sont en galère. Oui. Donc ce sont des experts, ils disent même il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc la valorisation du parcours d'entreprise pour attirer les talents, c'est une vraie négo aussi aujourd'hui entre les entreprises. Merci Nicolas Duguay, on le sait, qui est fan de Fanny Griesmer, puisque c'était d'elle dont il était question. Vous êtes le directeur associé de Booster Academy, formation, accompagnement pour tous ceux qui entrent en négo. Peut-être même des négos personnels, familiales. Peut-être que ça peut vous aider à régler des problèmes avec vos enfants, avec lesquels on négocie beaucoup d'ailleurs. Oui. Beaucoup de négos avec les enfants. Merci Nicolas d'être venu nous rendre visite. Devenez un champion de la négociation. Voilà, c'est votre livre et on le découvre à l'antenne. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Le droit, oui, le droit, c'est aussi parfois de la négo très serrée. Et justement, on va en parler avec Étienne Pujol, qui est l'avocat invité aujourd'hui dans Smart et Réglo. C'est tout de suite. Smart et Réglo. Étienne Pujol est avec nous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Chaque mardi ou chaque jeudi ou presque. Oui. On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi. C'est ça, il faut que je mette mes yeux en face des trous. Vous êtes avocat en droit social et pas seulement au cabinet Berilo. On a évoqué souvent ces entretiens annuels. Et là, vous évoquez avec nous une obligation pour les employeurs qui a un entretien de tous les 6 ans, oui, et qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'entendre avec Booster Academy. Exactement. Alors c'est un entretien quoi, pour accompagner le salarié dans sa formation? Oui, en fait, ça a été mis en place avec la grande loi professionnelle de 2014 qui a imposé un entretien tous les 2 ans, un entretien bisannuel pour la formation, faire un point sur la formation professionnelle, compte personnel de formation, etc. Et puis, les entreprises l'oublient un peu trop, il y avait aussi la mise en place d'un entretien obligatoire tous les 6 ans. Comme la loi était de 2014, l'échéance est arrivée en pleine pandémie, donc le gouvernement s'étant rendu compte que toutes les entreprises ne l'avaient pas forcément fait, a décidé de proroger cette échéance au 30 septembre. Et donc, les entreprises, les entreprises ont dû organiser cet entretien tous les 6 ans avec les salariés qui étaient en place en 2014. On constate malheureusement que beaucoup d'entreprises ont oublié cette échéance-là. Or, potentiellement, ça peut être un produit d'appel. Il y a des sanctions financières très importantes à la clé si cet entretien n'a pas été réalisé au 30 septembre. En termes de vérification, peut-être, c'est pas pour rassurer celles qui ont oublié, puisqu'on est le 29 ou le 28, ils ne sont plus qu'une journée, donc c'est un peu court, mais on vérifie. Qui vérifie ce type de... Alors en fait, ça va être... déjà, le salarié peut dire il est où mon entretien, exactement. Or, j'ai des besoins d'évolution professionnelle parce que je sais que mon poste est à risque. On en parlait avec votre précédent intervenant sur les besoins de recrutement des entreprises. Mais l'inspection du travail, à l'occasion d'un contrôle inopiné sur le temps de travail, la présence de salariés dans l'entreprise, peut aussi demander, au fait, les salariés ont-ils eu droit à leur entretien tous les 6 ans? Et s'ils constatent qu'il n'y a pas eu un tel entretien, eh bien, le problème est là, la pénalité est encourue. D'accord, donc il y a quand même des risques financiers pour l'entreprise. Qu'est-ce que contient réellement? Quelle est la finalité et que contient l'entretien? L'idée, c'est de tout simplement demander aux salariés, alors, vous en êtes où? Est-ce que vous avez reçu
basiquement une formation. Voilà, exactement. Et c'est aussi un peu de la responsabilité de l'employeur parce que c'est lui qui doit proposer les formations dans le cadre des entretiens tous les 2 ans. Donc, il doit vérifier l'employabilité, selon cette novlangue, de ses salariés et faire un point à l'occasion de ces 6 ans sur le fait que les salariés ont eu une formation au cours des 6 dernières années et que sur quoi cette formation a débouché et quel est l'avenir du salarié avec ces nouvelles compétences acquises dans le cadre de la formation. Donc l'idée, c'est que tous les 2 ans, il y a un travail qui est mené par l'entreprise et que cet entretien de 6 ans, c'est le récap. Exactement. On vient dire, voilà, vous avez fait ci. Alors très concrètement, c'est très intéressant parce que souvent les salariés se plaignent de la qualité des formations. Ils ont bien fait leur formation. Mais au bout de 6 ans, j'imagine que ceux qui ont bien fait leur travail, les RH ont des récapitulatifs où ils s'aperçoivent que on a bien utilisé les crédits de formation, alors ça, il n'y a pas de doute. Enfin, ça n'a pas été très utile sur la qualité de travail du salarié. Au moins au sein de l'entreprise, on parlait il y a 6 mois des plans de transformation collective sur ce plateau. C'est vrai que la formation dans l'immédiat, elle peut être perçue comme ayant un intérêt. Des formations au back-office, des formations à des choses qui sont concrètes, d'application concrète. Puis certaines, c'est bullshit. Exactement, et on a bien vu, ça fait grand bruit, le CSP n'est pas forcément toujours utilisé à bon escient, où les formations proposées ne sont pas souvent pertinentes pour le salarié, pour développer cette employabilité justement. Un dernier mot avant de parler de toutes les autres entretiens, parce que les RH ont, pour les DRH. Je veux dire, ils ont quand même un petit planning assez serré lorsqu'ils ont beaucoup de salariés, mais au-delà de la contrainte financière, vous dites quoi à vos entreprises, à vos clients? Faites-le parce que ça vous permet aussi de pouvoir accompagner. C'est quoi l'argument que vous utilisez au-delà du fait que vous leur dites attention, vous allez avoir des sanctions? Alors, il y a plusieurs profils. Il y a des salariés qui sont très bien dans leur job et qui n'ont pas envie d'en évoluer. C'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés parfois même par ce qu'ils font et ils n'ont pas envie d'évoluer. Et donc, il faut leur proposer des formations qui sont peut-être un peu moins dans l'objectif de l'employabilité. En revanche, l'objectif de cette loi est de développer l'employabilité, mais aussi d'anticiper les besoins à la fois de l'entreprise, mais peut-être d'autres entreprises du bassin d'emploi dans lequel on se trouve. On est en plein dedans. Le débat qu'on aura dans quelques instants, c'est on ne trouve pas de routiers, donc il faut aller chercher sur des secteurs peut-être où il y a moins de tension pour les basculer. Je dis routier, ça peut être d'autres métiers. Et s'il n'y a pas de formation, ça ne marche pas. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut mettre ça en lien, pour revenir à votre question, à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, aux consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, pour voir dans quelle direction va l'entreprise, et si les salariés ne se sentent pas en phase avec cette évolution, dire moi je voudrais une formation pour me réorienter vers autre chose. Et d'ailleurs ça tombe bien, dans mon bassin d'emploi, je vois qu'il y a énormément d'offres d'emploi pour ce type de job. Donc aidez-moi à me former et puis je partirai spontanément vers d'autres lieux. C'est parfois l'intérêt de l'entreprise, c'est parfois pas son intérêt de faire partir ses salariés. Hein. Exactement, mais c'est en ça que le poids du DRH est très important. Vous le savez, je milite beaucoup pour que les DRH soient moins reconnus et ils vous le rendent bien d'ailleurs, Étienne. mais voilà, ça implique un dialogue constant entre le salarié, son manager, le DRH et pouvoir appréhender. Et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait tous ces entretiens. Il y a l'entretien annuel qui sert à fixer les objectifs, à la rémunération variable, etc. Il y a cet entretien tous les 2 ans pour faire un point sur les formations, l'utilisation du compte personnel, etc., etc. Et puis cet entretien tous les 6 ans, si le salarié a l'ancienneté requise, pour voir s'il y a eu des formations, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit tous les 2 ans, est-ce que ça a été suivi des faits. C'est assez concret, on l'a vu dans la pandémie. Le gouvernement notamment, mais beaucoup d'entre nous aussi, escomptions que la mise en activité partielle permette des actions de formation. Or, les formateurs, ils n'étaient pas spontanément disposés à faire de la formation à distance, en ligne, sans présentiel, etc., etc. Et donc, il y a un déficit de formation, on le constate aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais alerter l'attention de vos téléspectateurs sur ce point-là. Sur le fait qu'il faut être vigilant, qu'il faut le faire, et qu'il faut le dire assez cash, c'est pas inutile de le faire. Parce qu'il y a des DRH qui disent, oh, voilà, 6 ans, qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a quand même l'idée aussi de faire un suivi de la validation des acquis. Exactement. Et ça, c'est intéressant pour les fameux salariés qui seraient dans l'hypothèse de quitter leur entreprise ou même le secteur et d'inventer autre chose, de changer de vie en fait. Et ça, c'est intéressant. Et on a vu beaucoup de profils au mi-temps des 40 ans, etc., de gens dire finalement ce que j'ai fait depuis 15 ans, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça pour les 25 prochaines années, et donc je vais me réorienter. On l'a beaucoup vu. On voit aussi beaucoup un déficit de communication autour de la formation, et il faut qu'au sein des entreprises, les DRH, les managers s'approprient ces outils de formation professionnelle continue tout au long de la vie professionnelle. C'est
extrêmement important pour nourrir justement ce dialogue, les partenaires sociaux également. Et puis, n'oublions pas quand même la pénalité, le bâton à la fin, parce que quand même, c'est 6 000 € par salarié non formé. Donc, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça fait au minimum 300 000 € d'amende potentielle à partir du 1er octobre. Encore une fois, je ne veux pas contredire la loi, évidemment, puisque personne n'a le droit de la contredire, mais après, l'employeur est tenté de proposer des formations gadgets pour juste justifier le fait d'avoir formé sans avoir un suivi assez précis de ce que le salarié a vraiment reçu en capital formation. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut faire très attention à ça, d'où la nécessité de dialogue et puis aussi de discussion au sein du bassin d'emploi par les chambres de commerce régionales, etc., pour anticiper les besoins d'emploi. Oui, au niveau du bassin, c'est très important. L'usine n'est pas juste, ou l'entreprise n'est pas juste un atome, il a aussi un écosystème. Elle est dans l'écosystème et l'employabilité, c'est la possibilité, on le redit, c'est ça la définition, de pouvoir faire passer un salarié du secteur industriel, parfois à un secteur différent et du tertiaire, parce qu'on a des besoins dans certains secteurs, l'aide à la personne par exemple, et on peut basculer. Et là, il faut des formations automatiquement. Il faut que la personne soit accompagnée. Mais vous allez en parler avec vos prochains intervenants. Exactement, c'est vous qui nous lancez, Étienne Pujol, le débat qui suit. Merci d'être venu sur notre plateau dans la rubrique Smart et Réglo pour nous éclairer sur ce sujet de l'entretien tous les 6 ans. Mais il y en a d'autres avant, tous les 2 ans. Il faut rappeler que c'est l'aboutissement d'un processus d'échange avec les DRH. On va s'intéresser à l'intérim, qui est l'indicateur de bonne santé, ou pas d'ailleurs, de notre économie. L'intérim repart, c'est vrai, mais d'une manière assez contrastée. Et même certaines sociétés indiquent qu'elles ont du mal, beaucoup de mal, à recruter, dans la restauration notamment, avec des salariés qui ne veulent ni être salariés, ni être en intérim. Que se passe-t-il? On fait le point avec eux, ce sont des acteurs de l'intérim. Ils vont nous raconter leur quotidien. Ça sera dans quelques instants, en tout cas juste après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse à l'intérim. L'intérim, évidemment, qui est un indicateur de bonne santé de notre économie, parce que quand l'intérim va, évidemment, l'économie repart derrière. Alors l'intérim repart, les chiffres sont plutôt bons, mais il y a des secteurs, et on va en parler, où il y a une pénurie d'emplois. Alors, il y a plusieurs chiffres. Il y a les chiffres officiels de la DARES, 284 000 emplois non pourvus. Puis il y a le MEDEF qui évoquait il y a encore quelques semaines, près de 500 000, 600 000, disait-il, emplois non pourvus, avec des secteurs très précis comme la restauration, la cuisine, l'aide à la personne, les EHPAD. Des personnes qui disent non, j'ai plus envie d'aller dans ces secteurs. On fait le point avec des experts, 2 spécialistes de l'intérim. Roland Gomez, merci de revenir sur notre plateau parce que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. C'est un plaisir de vous accueillir. Président et fondateur du groupe Proman, qui est une belle entreprise familiale, puisque c'est votre père qui l'a créée. En France, à l'international, parce que vous êtes aussi aux États-Unis, vous êtes le 4e dans le secteur européen en matière d'intérim, Proman. Et vos secteurs, on en parlera avec vous, c'est l'industrie notamment, des secteurs assez lourds. Alors je ne sais pas si vous peinez, on va en parler avec vous. Alexandre Pham, merci de revenir nous voir, c'est un plaisir, coprésident de Mr Temp Group. Alors il y a un peu 2 générations, 2 manières de faire de l'intérim. Vous êtes un peu la start-up face à Proman, qui est un mastodonte. Pour vous situer sur le marché, c'est ça, non? Oui, alors Mr Temp est un modeste acteur sur le secteur de l'intérim par rapport à Proman, mais on est effectivement un petit trublion, puisque effectivement on vient bousculer un peu les codes au travers d'une offre digitale. Vous entendez bien? Oh oui, très bien. Ça se passe bien. On se fait même la bise. Vous faites même la bise. Donc concurrent, mais vous faites la bise. Ça, c'est important. D'abord, un état des lieux. J'évoquais ces chiffres de pénurie, parce que c'est l'actualité du jour. Vous avez des clients qui viennent vous voir et qui vous disent, moi j'ai un besoin important dans ces secteurs, même dans le secteur du BTP. Comment ça se passe, Roland Gomez? Est-ce qu'il y a dans ces secteurs des salariés qui ne poussent plus la porte de vos agences d'intérim, qui disent, je ne veux plus être serveur jusqu'à 1h du matin, je ne veux plus travailler sur des stations d'autoroute samedi et dimanche, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces postes? En fait, on a un vrai problème de recrutement au jour d'aujourd'hui qui s'est accéléré. Alors, il y a des années où... un problème d'emploi, on est d'accord? Non, il n'y a pas du tout un problème d'emploi. D'ailleurs, tous les feux sont ouverts puisqu'on a des commandes importantes, on a beaucoup de demandes, mais on a une difficulté, et Alexandre le confirmera peut-être, à pouvoir ces demandes, à avoir la capacité à fournir chacune de ces demandes. Pas forcément dans les secteurs que vous dites, ceux-là sont concernés, mais pas que. De manière assez générale, aujourd'hui, nous avons un peu une pénurie, y compris pour travailler dans la logistique, où ce n'est pas forcément des emplois très qualifiés. Donc, il manque du monde et on est obligé de chercher des alternatives et des méthodes pour aller sourcer différemment ailleurs. Mais c'est un vrai sujet. Accessoirement, je parlais avec un chef d'entreprise hier qui me disait, moi j'ai pas le choix, je vais passer par l'Espagne, la Bulgarie, des pays européens. Enfin, il n'avait pas le choix. C'était un restaurateur, pour ne pas le citer.
en dernière position, il y aura peut-être aussi ce choix-là. Vous êtes dans le même état d'esprit? Même état d'esprit, c'est et même amusant parce difficulté, que donc. Le président Macron parlait d'une entrée en crise sanitaire comme une entrée en guerre. Tout à fait. Et je trouve qu'on assiste aujourd'hui à un petit phénomène d'après-guerre, où tout le monde a envie de sortir, tout le monde a envie d'une activité qui repart tout azimut, et avec du coup une crise de l'emploi, une crise des candidats. On n'arrive pas à trouver les candidats qu'on souhaite, à peu près quel que soit le secteur, quelle que soit également la région aujourd'hui dont on parle en France. Juste pour ceux qui nous regardent, parce que vous êtes un univers assez clos, c'est un métier, l'intérim. On connaît l'intérim, tout le monde connaît, mais vous dites on ne trouve pas, ça veut dire que les gens ne poussent plus la porte, ne viennent plus s'inscrire sur vos sites, malgré vos fichiers, votre vivier, parce que vous avez des viviers vous appelez et les gens vous disent non. Comment ça se passe? Très clairement, on a une difficulté cette année qui, je pense, est accrue, parce qu'on a déjà connu ce genre de phénomène, et c'est accru. Et je rejoins ce que dit Alexandre, depuis 18 mois, les Français vivent des situations très complexes, très compliquées. Certains, aujourd'hui, ont décidé, notamment pour la saison d'été 2021, de ne pas aller travailler. Je ne parle pas du domaine agricole non plus. Et de profiter un petit peu de cet élan, de ce regain de plaisir qu'il y a. Donc il faut qu'on remette les gens au travail. Et on s'aperçoit... Société de loisirs, Roland. Société de loisirs. Et puis il y a également un contexte, entre guillemets, social, qui permet aussi, dans certaines situations, d'attendre un petit peu avant de reprendre le travail. Et ça, on le sent un petit peu plus cette année. Et je le lis très clairement à la crise sanitaire qu'on vient de passer. Je ne veux pas vous reprendre, mais vous dites un contexte social. Moi, j'appellerais ça le modèle social, qui fait que c'est le débat qui est posé dans l'élection présidentielle, l'assistanat versus le retour au travail. J'ai envie de prendre le problème à l'envers. Certains salariés disent moi j'ai envie de travailler, mais pas aux conditions où l'on me propose le poste. Est-ce que c'est une autre version de cette pénurie? Il y a à la fois ceux qui disent je peux rester chez moi parce que le modèle social me le permet, il faut se le dire assez cash. Oui. Et ce débat est posé sur la table des candidats à la présidentielle. Et puis il y a l'autre versant qui dit ces emplois sont sous-qualifiés et sous-rémunérés. Écoutez, c'est toujours le débat de l'écart qu'il y a entre la rémunération du travail et la rémunération du non-travail. On met beaucoup l'accent, et c'est vrai, sur les problématiques de formation. Et je dirais d'ailleurs que dans le domaine de la formation, le plus critique aujourd'hui, selon moi, en France, c'est la situation de l'orientation des jeunes. On a aujourd'hui, et c'est paradoxal, dès le départ, des gens qui sortent de leur formation initiale et qui ne trouvent pas un emploi, alors qu'on a des pénuries à côté. Et c'est un phénomène assez unique dans le monde quand même, c'est un phénomène français, où on a à la fois beaucoup d'emplois non pourvus et encore 8% de chômage. Entre la DARES à 284 et le MEDEF qui dit 500 000, il y a eu plusieurs chiffres qui ont circulé, 480 000. C'est quoi votre évaluation là aujourd'hui de la pénurie? On est aux alentours de 400, 500 000 emplois non pourvus aujourd'hui, et ce qui ne prend pas en compte non plus la volatilité sur les emplois courts, sur lequel très concrètement aujourd'hui, on envoie par SMS automatisé des centaines de demandes de postes à pourvoir, et pas forcément sur des profils très qualifiés. On parle souvent des pénuries qu'on a sur des chaudronniers, des chauffeurs poids lourds, des développeurs informatiques, mais là on parle de opérateur de production dans une usine, aucune qualification requise, et on a du mal à pourvoir avec taux de retour parfois qui sont extrêmement bas. Votre explication, c'est quoi? Je repose le problème. J'ai pas envie d'aller à l'usine parce que c'est pas assez payé. C'est la situation que j'ai aujourd'hui me permet de vivre sans aller bosser à l'usine. C'est quoi? J'ai deux grandes raisons, selon moi. Il y a une question de mobilité géographique. Et c'est une réalité en France. C'est vrai que les gens sont moins mobiles, et que j'étais hier à Nantes, entre Nord-Loire et Sud-Loire. Il y a une frontière qui est la Loire, et les gens ne la traversent pas. Exactement. C'est une réalité, il faut l'assumer. Et deuxième raison, c'est vrai aussi qu'il y a des emplois qui sont pénibles, et les gens qui ont découvert, qui ont goûté au travers de la crise à d'autres types de secteurs, se disent finalement, est-ce que je suis prêt pour ce salaire-là, et c'est vrai qu'il y a un salaire qui est modeste, à sacrifier mon week-end, le SMIC, effectivement, en l'occurrence, avec très peu de primes, un peu de pourboire, c'est vrai, mais des horaires qui sont difficiles et qui sont difficilement conciliables avec des vies familiales par ailleurs. Donc là, on rentre dans un sujet qui vous interpelle, qui est un sujet sociologique, qui est le rapport des Françaises et des Français à leur travail, à ceux qu'ils veulent faire et à ceux qu'ils ne veulent plus faire. Absolument. Et nous, en tant qu'agence de travail temporaire, nous avons un rôle très important parce que, au travers de la formation, au travers de tous les entretiens que l'on mène, au travers de toutes les méthodologies qu'on peut, on a un acte social qui est fort parce qu'à longueur de journée en ce moment, on essaye de convaincre ceux qui sont un peu dans cette situation pour effectivement reprendre une activité économique. La France a juste un peu besoin d'avoir les personnes pour pouvoir produire et travailler. C'est quand même un comble aujourd'hui d'entendre des entrepreneurs qui disent on va se tourner vers la Pologne, l'Espagne ou le Portugal.
Pas encore. L'intérim, par exemple, n'a encore pas repris les niveaux d'activité de 2019. Il nous manque 50 ou 70 000. Vous n'êtes pas loin. Moins 6, moins 10. Mais ça revient. Alors même que vous le dites, il y a une relance économique assez forte, assez soutenue, notamment qui draine l'emploi. Mais il y a du numérique, parce que Mr Temp, c'est du numérique, mais c'est aussi des agences en présentiel, il faut le préciser. Vous avez un maillage, Proman est une marque. Qu'est-ce qu'elles disent, vos collaboratrices, vos collaborateurs Qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour faire venir le salarié ? Parce que faut pas se manquer parfois. Vous savez, des fois, nous on dit chez nous que les idées simples font avancer l'emploi. On vient de lancer, par exemple, tout bêtement, ça n'a rien de révolutionnaire, une offre de parrainage pour que nos collaborateurs intérimaires, au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous avons 56 000 personnes qui travaillent sous les couleurs de Proman, puissent percevoir 100 € si elles cooptent quelqu'un pour venir bosser, tout simplement. On en est arrivé là. Alors, c'est pas très nouveau. Par contre, 100 €, c'est assez significatif. C'est pas mal. Et puis surtout, on a raccourci le délai pour pouvoir les obtenir. On a ça, puis on va chercher sur les réseaux sociaux les TikTok, les Twitch. Rappelez-vous, on a même fait du Tinder, nous, qui était aussi une méthode un peu pour être un peu décalé sur le marché. Ça a marché d'ailleurs, votre Tinder ? Les 3 ont tout à fait bien marché. D'accord. Ont très bien marché. Donc vous étiez sur des réseaux de rencontres et vous glissiez du Proman, quoi. Exactement, sur les codes. Entre deux fiches, il y avait un Proman qui passait. Entre deux profils sympathiques, il y avait une offre d'emploi avec les codes de Proman, bien évidemment. Et on a eu beaucoup de candidatures sur cette opération. Vous êtes en bout de chaîne, Alexandre et Roland. Est-ce que vous aiguillonnez le gouvernement par le biais de vos fédérations, par le biais des organisations qui sont dans l'intérim, en disant au gouvernement, si vous ne faites pas un petit effort pour augmenter les salaires, si les branches ne font pas un effort, on ne va pas y arriver ? Non, mais est-ce que c'est un débat que vous vous posez où vous dites le marché va se réguler de lui-même, les salariés vont revenir et tout ira bien ? Moi, je n'ai pas l'impression que les salariés vont venir. Moi, j'attendrai la fin du mois d'octobre-novembre, voir s'il se passe quelque chose. Par rapport au phénomène que nous avons dit... Il va faire plus froid, mais... Il va faire plus froid. Il y a une réforme du Pôle emploi et des indemnités chômage qui est en train de passer. Vrai. Et puis surtout, les gens ont passé l'été. Donc, on attend, nous, d'avoir un retour de certains candidats qui nous ont dit... J'ouvre les yeux, quoi, le choc. Il faut que j'y retourne. En gros, j'ai passé l'été, j'ai passé le mois de septembre, maintenant je m'y remets. Vous avez ce sentiment-là, qu'on tire un peu, c'est l'été indien, quoi. C'est assez personnel, mais je crois. Nos agences, tu étais à Nantes, j'étais à Bordeaux. Vous voyez, on se suit. Et à Bordeaux, j'entends ça. Je dis, on s'attend dans les prochaines semaines à voir revenir certaines personnes qui nous ont dit, attends, je reviens en octobre. Donc trop tôt, Alexandre, pour l'instant dire que vous êtes dans une situation de crise. Vous laissez revenir, vous laissez encore un mois et demi. Je pense que le gouvernement a un rôle en termes de formation comme il le fait aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut laisser aussi aux entreprises et aux branches leur propre faculté à définir quels sont les salaires qui leur semblent adéquats. Mais ça, vous l'entendez dans les agences des salariés qui vous disent, écoutez, je peux pas, c'est pas assez payé, j'ai quand même l'essence à mettre dans la voiture, j'ai ma fille à garder. Mais ces éléments-là, ils sont sur la table. C'est très sain. Et après, à charge pour les entreprises dans l'hôtellerie et la restauration de revoir à la hausse par eux-mêmes, et c'est le jeu très sain de l'offre et la demande, les rémunérations qu'ils proposent, et c'est en cours, de façon à réattirer des talents vers ces métiers-là. Et je dirais que l'aspect salarial n'est jamais qu'un seul élément de l'équation. Et je pense que trop longtemps, on a dévalorisé les métiers manuels en général dans l'industrie. Aujourd'hui, être soudeur, être chaudronnier, c'est pas Zola. C'est effectivement des métiers extrêmement attrayants. Qualifiés, Alexandre. Métiers qualifiés, ceux-là. Mais je veux dire, cariste, c'est-à-dire c'est un métier, effectivement, c'est quelqu'un qui conduit un chariot élévateur. C'est des métiers qui sont malheureusement trop dévalorisés aujourd'hui dans le cas des formations des collaborateurs, et on continue d'envoyer des bataillons de jeunes sur des formations dans le domaine du sport, dans le domaine de la communication, qui sont vachement intéressants, mais sur lesquels il y a moins d'emplois. En tout cas très fun, mais il n'y a pas d'emploi. Il y a moins d'emplois, et c'est dommage. Et on peut très bien gagner sa vie aujourd'hui en étant soudeur, en étant comptable. C'est peut-être moins glamour que la communication, mais ça marche bien et ça paye. Roland, juste, je vous coupe. Les secteurs, pour être concret, là aujourd'hui, 56 000 salariés sont sous les couleurs Proman dans différentes entreprises. Les secteurs où vous peinez, les deux secteurs où en ce moment vous dites on a des difficultés, ce sont lesquels ? L'industrie au sens général, mais l'industrie agroalimentaire, où, comme le disait Alexandre, ce ne sont pas des qualifications très pointues, et la logistique.
et la logistique où nous avons une grande difficulté pour préparer les commandes. La fin d'année, Bah oui. qui va être une fin d'année sans doute très très dure. Et donc on innove pour essayer de trouver. Ce que je disais tout à l'heure, on parle des tuyauteur et des chaudronniers. Un tuyauteur, un chaudronnier, ça gagne entre 2 et 3 500 euros. Hein. Ouais, c'est très recherché. C'est une vraie rémunération. Là, on n'a pas trop de problème économique. C'est pas le salaire là. Non, c'est pas trop le salaire. C'est les compétences que vous cherchez là. C'est les compétences, c'est la les formation. vocations. Et c'est l'enclin à aller sur des métiers comme celui-là, hein, ou qui font pas forcément rêver au demeurant. Donc il faut expliquer, montrer et faire rencontrer tous ces jeunes gens. Il faut les amener sur des chantiers pour voir que c'est pas si dur et que c'est très plaisant d'avoir cette capacité à faire du travail bien fait, hein, une belle soudure. Hein, moi, je vais chez mes clients et sur les chantiers, une belle soudure. Les mecs, quand ils enlèvent la cagoule, ils ont le sourire. C'est le travail bien fait. Et puis c'est des soudures qui sont parfois sur des bateaux, sur des choses qui nous transportent et qui sont il faut que ça soit d'une sécurité absolue. Hein. Il ne faut pas que la soudure, au bout de 3 heures. C'est presque de l'art. Non, mais c'est tout à fait juste. Et je rajoute Alexandre. aussi un secteur d'activité sur lequel on a des vraies pénuries, c'est le domaine médical. On a aujourd'hui, moi j'ai 25 agences spécialisées dans le domaine médical, sous la marque Vitalis Médical, et c'est une vraie galère aujourd'hui de trouver des profils infirmiers, mais aussi aides-soignants, parce que c'est des métiers, c'est vrai, qui sont difficiles, sur lesquels mal payés. Des profils s'arrêtent, des personnes s'arrêtent au bout de 3-4 ans parce qu'elles sont fatiguées par cette activité-là, mais c'est des beaux métiers sur lesquels on a vraiment des pénuries pour trouver les profils. Juste une question, là je vous interroge, je vous fais sortir de votre zone de confort, mais vous évoquez des métiers qui sont caristes, qui sont des métiers de logisticiens, qui sont dans des énormes hangars pour chercher de la commande, et certains économistes sont déjà partis sur l'idée qu'il faut robotiser tous ces emplois et que la machine remplacera les hommes parce que c'est des emplois sous-qualifiés, souvent difficiles, fatigants. Vous allez me dire, non, c'est pas possible parce que nous, après, on va disparaître. Si on robotise. Non, mais comment vous voyez l'évolution de votre business, Alexandre et Roland? Sur la robotisation est une très belle chose. Très belle chose parce qu'elle permet effectivement d'affranchir les opérateurs de tâches qui sont pénibles, lourdes, accidentogènes, etc. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on a des pénuries sur les profils. Hein. Je parlais de caristes, typiquement. C'est des profils sur lesquels on a des besoins. On va chercher avec des élévateurs les commandes. Exactement. Maintenant qu'effectivement, une grande partie des commandes, et on le voit, nous on travaille pour des grandes plateformes logistiques, on voit qu'on a de plus en plus d'automatisation, même dans ces tâches-là. Il reste des tâches de plus en plus qualifiées et intéressantes, effectivement, pour des opérateurs dans les usines. Après, on reste quand même sur des métiers de service. Lorsqu'on parle de l'hôtellerie-restauration, on parle du contact avec les individus qui, pour moi, ont vocation à rester aussi humaines. Et c'est une belle chose pour l'emploi pour demain. Roland, un mot, parce que je veux qu'on parle du portage salarial, parce que ça, c'est un autre élément qui est intéressant et que vous développez. Parce que quelque part, vous êtes aussi, et ça, c'est intéressant, qui rejoint ma question, vous êtes en train aussi de trouver des nouveaux métiers, des débouchés, d'élargir le spectre de l'intérim, parce que c'est quand même les questions que je pose sur la robotisation, c'est des métiers qui disparaissent. Et l'intérim recrute aussi des métiers non qualifiés. Absolument. Donc potentiellement remplaçable par le robot. Je ne suis pas très inquiet avec ça. C'est une question. Enfin, oui. Certaines tâches seront peut-être remplacées. Vous savez, si je l'illustre par rapport à nos agences, par exemple, nous sommes un acteur historique du travail temporaire, hein, mais nous avons digitalisé bon nombre de nos fonctions pour justement nous adapter, comme le fait Alexandre. Avec Proman, nous avons une offre à la fois de terrain, à la fois physique, mais aussi, et on n'en parle pas assez, très digitale. Nos collaborateurs intérimaires et nos clients, aujourd'hui, ont tous des applications pour communiquer avec nous, et on a su prendre le tournant du digital. Et dans nos agences, eh bien, on a automatisé tout un tas de tâches qui rendent heureux nos collaborateurs parce que pendant ce temps-là, ils sont tournés vers le client et vers l'intérimaire. Hein, dans la logistique, ça sera sans doute un petit peu la même chose. Après, dans la logistique ou ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est pas forcément Zola. Il y a des entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs, qui les font travailler dans de bonnes conditions, qui les motivent et qui adaptent les salaires. Et on a moins de difficultés. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de vivre un peu une petite révolution du travail, du rapport au travail. Vous en êtes les témoins de cette espèce de transformation. Comme on voit fondre les glaciers, on voit se transformer le rapport au travail. J'imagine que vous avez sociologiquement des remontées d'agences qui vous disent, les gens me disent, non, j'ai plus envie. C'est ça qu'on vous dit ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit? Au-delà du fait que j'ai passé un bon mois de septembre et que j'ai peut-être revenir en octobre, mais c'est quoi? C'est le rapport au plaisir d'aller bosser? Qu'est-ce qui remonte de vos agences? Non, alors d'abord, il y a un contexte, je dirais, conjoncturel d'une reprise d'activité. Et on l'a connu, je dirais, ça repart très fort. Ça repart, ça revient. Et c'est vrai qu'on est toujours, ce qui est intéressant à l'intérim, on est toujours
coincés entre soit un besoin de chercher des commandes chez les clients ou un besoin d'aller chercher des candidats. Ouais. C'est notre raison candidat, d'être. là. C'est notre raison d'être, je dirais, d'une année sur l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'anomalie particulière, si ce n'est qu'on a une reprise très marquée et qui accentue ces phénomènes de pénurie qui restent très criantes. Pour moi, il n'y a pas une révolution en tant que telle, si ce n'est sur des secteurs effectivement de la restauration où des gens ont goûté à autre chose. Ça, c'est une réalité très spécifique. C'est le cas de le dire. Où des gens qui ont quitté ces métiers-là, qui ont goûté des métiers en logistique, qui sont peut-être plus compatibles avec des vies personnelles. Donc, je sais qu'il y a une vraie remise en cause, je pense, de certains secteurs d'activité par rapport à l'attractivité qu'ils apportent. Où la vie familiale est quand même impactée. Et c'est des gens qui disent aujourd'hui, j'ai envie de trouver un équilibre, j'ai envie de voir ma famille le week-end, ce qui n'est pas le cas de la restauration, par exemple, qui est un vrai sujet. Mais il va falloir quand même nourrir les gens, un jour ou l'autre, sinon il n'y aura plus de restaurant. Oui, vous n'êtes pas si inquiet que ça. Je ne vous sens pas inquiet. Non, mais et pourtant, il y a une nouveau dîner de Noël pas terrible, les commandes, on n'est pas sûr de les avoir. Il y a quand même plein de sujets sur la table. Tout ce que vous dites est vrai et je crois que ça va se réguler. On le disait, on a vécu des problématiques de recrutement très très fortes de nombreuses années. Donc je pense que ça va se réguler. Et puis les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration reprennent petit à petit le schéma de leur métier qui les passionne. Parce que pour certains, ils sont passionnés. Donc il faudra observer les prochaines semaines et les prochains mois sur ce sujet. Donc c'est encore un peu trop tôt pour, à mon sens, pour aller tirer des conclusions. Attendons la fin de l'automne pour pouvoir tirer des conclusions. Mais vous avez raison, hein. Le rapport au travail change indéniablement. On est d'accord. Donc vous avez des remontées de personnes qui vous disent c'est plus comme ça que j'envisage la vie. On a des personnes qui nous disent moi je suis sérieux, je veux travailler. Mais je veux aussi avoir un temps libre et pouvoir profiter de la vie. Voilà, c'est très clairement. Et à la limite, c'est humain, non ? C'est humain. Et deux, c'est bien de le dire. Comme ça, c'est clair. Et on s'adapte. Et nous, Proman, on va leur trouver le job qu'il leur faut. Le job de leur rêve. Ça, c'est bien vendu, Roland. Ça, c'est bien vendu. On a envie d'aller chez Proman, là. Merci Arnaud. Merci Arnaud. On a une agence à 500 mètres. On ira tous les deux boire le café. C'est une agence tournée vers l'industriel, je crois, non ? À 500 mètres, c'est quoi ? C'est du tertiaire ? Oui, il y a du tertiaire. Il y a de l'électricité et de l'industrie juste à côté. Non, parce que je sais que vous êtes très orienté aussi sur les métiers de l'industrie. On est un réseau généraliste, nous intervenons dans tous les domaines d'activité. Alexandre, je vous ai coupé la parole. Non, mais l'autre phénomène aussi qu'on constate, c'est de plus en plus finalement d'attrait pour des missions parfois courtes. C'est que le vieux schéma où on rejoint un groupe où le Graal, c'est le CDI, ce n'est plus une réalité aujourd'hui. Alors, tant du côté des entreprises qui ont besoin d'avoir une flexibilité accrue, mais également du côté des candidats. Nous, on a dans la restauration, dans le médical, des gens qui nous donnent des disponibilités à la journée. Tiens, cette semaine, je veux bosser le lundi, le mardi, mercredi non, et le vendredi, ce qui était auparavant très compliqué à traiter. Et grâce au digital, et là, je trouve ça vraiment intéressant, on permet finalement de fluidifier cette demande très particulière, des demandes de mission très particulières. Mais Alexandre, vous dites une chose intéressante, c'est que là, c'est le salarié, l'intérimaire, qui a un peu le pouvoir, en fait, là. Il y a tellement de tensions sur le marché qu'il choisit ses jours, quoi. Sur des métiers, dans le médical, je vous garantis que le prescripteur, c'est l'infirmière, l'infirmier, c'est l'aide-soignant qui nous dit, écoutez, je veux travailler tel jour, tel jour. Il a la main. Tel jour, je ne veux pas travailler. Et on l'appelle, effectivement, et c'est un vrai travail de séduction pour dire, s'il te plaît, rends-moi service. Ah oui, d'accord. On a besoin de toi samedi soir. Est-ce que tu peux me dépanner pour cela ? Concrètement, c'est comme ça que ça se passe dans nos agences et dans nos services. D'accord. Et grâce effectivement au digital, vous avez des plannings qui s'organisent. Et c'est des contrats à la journée. En termes administratifs, c'est plus lourd pour vous à gérer. Hein. C'est des contrats courts, donc il faut quand même une sortie, une entrée. On a des contrats qui durent parfois 2, 3, 4 heures. Sur des missions d'inventoriste, par exemple, des contrats de 4 heures. Exact. Et ce qui est intéressant, et ça, il y a un vrai apport du digital, c'est qu'un contrat de 4 heures, c'était très compliqué pour une agence traditionnelle le gérer, parce que le temps de prendre l'appel, le gérer, etc. On arrivait à un coût finalement de transaction, si je puis dire, pour les contrats qui étaient trop élevés. Les fameux inventaires. Grâce au digital, on a finalement une automatisation extrêmement forte qui permet de rendre ces contrats à la journée beaucoup plus efficaces sur le plan économique. Petite moue de Roland Gomez sur le digital, non ? C'est quand même plus pratique, la gestion des contrats. Non, mais on parle du travail et de la relation au travail. Je peux l'illustrer avec la vraie vie. Les inventaires dont on parle, les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures. Qui n'a pas fait un inventaire quand il était étudiant ? Qui n'a pas fait un inventaire ? Mais qui n'a pas fait un inventaire avec une société qui va lui garantir de le payer 6, 7 ou 8 heures ? Alors on va s'éloigner un petit peu, mais moi j'ai honte de proposer une mission de 2 heures, de 3 heures ou de 4 heures. Je demande à mes clients de payer la journée. Et c'est normal. Je trouve que c'est normal. Dans le rapport au travail, comment faire venir des gens à 4 heures du matin pour faire de 4 à 6 en inventaire, payés au SMIC ? C'est pas normal. Et là, nous sommes décrédibilisés dans notre fonction. 30 €, quoi. On vient pour 30 €, ça fait pas, non, ça fait pas 30 €, ça fait plutôt 15.
hein. Ça fait plutôt 15 ou 18 euros net. Donc pour 2 heures en se levant à 4 heures. Et en prenant sa voiture, en prenant le métro, en faisant 15 km, etc. Et là, on a aussi du travail, nous, à faire vis-à-vis de nos clients, en disant, bah, les gars, respectez le travail. Respectons le travail, sinon ça ne marche pas. Parce que ces jeunes gens, si on veut leur donner envie, leur donner une bonne image du travail, c'est pas en faisant des missions de 2 heures. Vous êtes d'accord? Vous avez un sens social, un rôle social, mais cette fois-ci pas vers les salariés, les intérimaires, mais vers les patrons, en leur disant, attendez, il faut aussi peut-être penser à revaloriser, à nous aider, quoi, si on n'y arrive pas. Alors, il y a des revalorisations évidemment qui sont faites. On est tout à fait transparent avec nos clients sur les réalités des problématiques qu'on rencontre. Après, c'est vrai que notre rôle, c'est aussi d'adapter finalement les populations qu'on va proposer en fonction des missions qui sont proposées. Exemple très concret, pour des missions de 2-3 heures, qui sont les publics que cela intéresse? C'est typiquement des publics d'étudiants, par exemple, effectivement, qui se disent finalement, moi ça m'intéresse d'avoir entre guillemets ce petit job, et il n'y a rien de péjoratif à cela. Petit job étudiant, et accessoirement, et par rapport à ce que tu dis, tu as raison, hein, là on trouve un vrai intérêt, c'est de donner une forme de récurrence. C'est qu'on dit, écoute, voilà, c'est 2-3 heures, mais tu peux en avoir régulièrement, effectivement, tous les lundis, tous les mardis, pendant une période longue, de façon à ce que l'investissement que tu prends effectivement pour faire ta mission, c'est pas juste 30 balles, c'est quelque part un complément de salaire sur le mois, sur lequel nous, Mister Temp, on va s'engager à pouvoir te trouver des missions le plus fréquemment possible. Enfin, c'est vrai qu'on a fait des inventaires, c'est vrai que si on se lève tôt et c'est pas très bien payé, puis on se fait même un peu engueuler dans les rayons au passage. Redorons quand on n'a pas rangé les boulons. Redorons le blason du travail. Ce sont tout un tas de petites actions. Redonner envie d'aller travailler. Oui. Ça passe aussi par le salaire, pas seulement, on l'a bien entendu. Le salaire, les conditions, le respect, enfin il y a quelques petites règles de base qu'il faut vraiment qu'on n'oublie pas. Il est trop tôt, nous dit Roland Gomez, c'est pas pour ramasser le débat qu'on vient d'avoir, mais il est trop tôt pour en tout cas s'inquiéter exagérément, mais en tout cas mi-octobre, début novembre, il faudra s'inquiéter sérieusement des trous dans la raquette. Vous êtes d'accord avec ça? Il faudra faire lancer des choses concrètes. On est des optimistes, je pense effectivement. On a quand même 8% de chômeurs en France. On a quand même un vivier de personnes à remettre au travail, dit-on, encore. Qui reste essentiel. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que forcément, on va revaloriser les salaires naturellement et on va leur permettre de leur trouver plus d'opportunités. Merci d'être venu sur le plateau. Vous vous êtes lancé sur le marché de l'acquisition du portage salarial. Vous élargissez le spectre. Juste d'un mot, c'est quoi la stratégie? C'est un complément par rapport à vos activités d'intérim. Proman est le 4e acteur RH en Europe. Nous voulons offrir à nos clients et à nos collaborateurs et à nos demandeurs d'emploi toutes les solutions d'emploi. Le portage salarial est une solution d'emploi qui est régulée maintenant depuis quelques années et qui monte. Donc avec l'acquisition de Coalise, spécialisée dans le portage salarial IT, nous offrons un spectre encore plus large à nos clients. Le portage, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un salarié, de gérer ses contrats. J'ai un client, je suis un collaborateur, j'ai trouvé le client. Par contre, je n'ai pas la structure pour facturer et je veux un statut de salarié. Je me tourne vers Proman Portage, Coalise en l'occurrence, pour faire cette mission. Et on gère le bulletin de salaire, la paye, sur les déclarations, etc. Tout ce qui est fastidieux pour quelqu'un qui est effectivement dont ce n'est pas le métier. Qui est un indépendant et qui ne veut pas se créer une société pour le moment. Merci Roland Gomez, président fondateur, avec votre père, je le précise, que j'apprécie. Sinon, je vais avoir des problèmes. Le fondateur, c'est mon père. C'est votre père. Sinon, vous avez bien compris, non? J'ai très bien compris, j'apprécie beaucoup votre père. J'étais avec lui dès la première heure, mais c'est lui. Oui, j'espère que vous avez été avec lui dès la première heure de votre vie. Vous êtes basé à Manosque et vous êtes le 4e acteur européen de l'intérim avec cette ouverture sur le marché du portage. Et puis je remercie Alexandre Pham. Alors vous êtes plus modeste, dites-vous, mais enfin si vous avez quand même leader de l'intérim digital et un réseau de 120 agences. 150 maintenant. 150, voilà, c'est les chiffres qu'on me donne et ça évolue en général d'une semaine à l'autre. 150 agences en présentiel. Exactement. Merci à vous deux de nous avoir éclairés. On va s'intéresser aux missions locales. Là aussi, c'est un maillage, ces missions locales. Elles ont un rôle essentiel, d'ailleurs, pour l'emploi des jeunes, puisque les jeunes, évidemment, sont à la recherche d'emploi et elles sont là pour les accompagner et parfois même les faire sortir de l'ornière, ces missions locales, et elles vont vivre leur semaine, la semaine des missions locales. On en parle justement avec l'une des vice-présidentes de l'Union nationale des missions locales. On l'accueille. Fenêtre sur l'emploi, on va parler des missions locales. Alors les missions locales, elles sont dans les grandes villes, elles maillent notre territoire. On va en parler avec Christine Cloarec. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des missions locales UNML et présidente de la mission locale des Pays de Vitré, qui est un très joli pays, qui est en Bretagne. Et vous êtes, si je ne m'abuse, députée de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, c'est assez logique, liée à Vitré évidemment. Vous allez vivre, vous
et tous ceux qui animent ces missions locales, la fameuse semaine des missions locales. Ça sera donc du 13 au 22 octobre. Du 13 au 22. Dans toute la France, enfin dans les endroits. D'abord, un petit mot sur ces missions locales. Elles ont un rôle social éminent sur les territoires. Oui, tout à fait. Hein. C'est le premier réseau d'insertion des jeunes. C'est l'opérateur, d'ailleurs, les missions locales font partie du service public de l'emploi. C'est un opérateur de la mise en œuvre des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes sur les territoires. On a un maillage, vous l'avez dit, très important, puisque nous avons 440 missions locales, mais nous avons presque 7000 points d'accueil, puisque les missions locales ont des permanences et des antennes, qui fait que les jeunes sont à peu près à 10 km maximum d'un lieu d'accueil. Si on veut résumer la mission locale, c'est quoi? C'est un centre d'orientation en quelque sorte, parce que le jeune peut aussi venir rencontrer quelqu'un de la mission locale pour essayer de trouver un peu un débouché, parce qu'il pose des questions très concrètes souvent. Alors, il pousse alors déjà, on va repérer des jeunes. Déjà, il va falloir qu'on soit visible. C'est d'ailleurs pour ça que nous faites votre semaine. Nous faisons notre semaine et que vous communiquez. Nationale et qu'on communique. C'est que on a un vrai savoir-faire, mais on a du mal à le faire savoir. Et en tous les cas, il faut qu'on continue à la fois à se rendre visible et à la fois à valoriser le savoir-faire des missions locales, puisque là, en plus, la thématique cette année, c'est l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on ne résume pas l'action des missions locales à l'accès à l'emploi. On a tout un tas de freins à lever qui sont la formation, la santé, le logement, la mobilité, enfin l'accès aux droits, c'est très très vaste. Vous qui avez une vue panoramique au-delà du pays de Vitré et de la circonscription sur laquelle vous opérez, elle est comment notre jeunesse en ce moment? Parce que les missions locales, c'est aussi des jeunes qui ont pu être des décrocheurs, qui ont pu être des jeunes en difficulté sociale, en rupture familiale, et on leur dit passe à la mission locale, on va t'accompagner. C'est un peu ça qu'on entend dans mission locale. Alors, on dit ça parce qu'en plus, le gouvernement a conforté le rôle des missions locales. Exactement. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est la porte d'entrée pour les jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Encore une fois, il y a un certain nombre de jeunes qu'on dit invisibles qu'il va falloir aller capter davantage. Mais en tous les cas, une fois qu'ils ont passé la porte, ils sont accueillis. Il y a un diagnostic de fait avec un conseiller en insertion mission locale. Et puis ensuite, il y a un parcours qui se co-construit avec le jeune, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes là pour les jeunes, mais avec les jeunes. Vous avez raison, la vraie difficulté, c'est d'aller chercher les jeunes qui souvent s'isolent et n'ont pas spontanément, d'abord, envie, et puis deux, l'idée même d'aller pousser la porte. Comment on fait? Ça passe par des réseaux associatifs dans les quartiers, comment on fait concrètement? Tout à fait, vous avez complètement raison, c'est tous les partenariats qu'on peut développer sur les territoires. Et quand je dis qu'on maille le territoire, on est vraiment des acteurs territoriaux. Et ça se fait localement, selon les acteurs qui existent sur le territoire. Et puis, on ne sait pas tout faire, mais en tous les cas, faisons tous ensemble pour les jeunes, parce que quelquefois on a besoin des associations, par exemple, de solidarité qui peuvent repérer des jeunes en souffrance, qui sont isolés, qui sont complètement décrochés. Qu'on se le dise assez clairement, évidemment vous êtes tourné, le président Macron on l'évoquera à l'issue d'ailleurs je crois de cette semaine de la mission locale, il aura une intervention forte sur les jeunes, en direction des jeunes, mais c'est d'abord tout un travail de réinsertion sociale, si j'ai bien compris le travail des missions locales, avant même de dire aux jeunes, il y a du travail, on vient de parler de l'intérim, il y a du travail dans tel secteur, va dans la restauration. Il y a aussi un gros travail d'accompagnement, parfois même psychologique. Ce sont parfois des jeunes un peu cassés. Oui, vous m'avez demandé comment était la jeunesse. La jeunesse, elle est multiple. Ben oui, il n'y a pas une jeunesse. C'est ça. Et donc, les jeunes qui frappent à la mission locale peuvent être aussi des étudiants qui ont décroché, peuvent être des étudiants qui sont en attente d'une formation et qui viennent, par exemple, faire un service civique. Il ne faut pas oublier que c'est la deuxième plateforme de service civique en France. Les missions locales sont plateforme service civique. Exact. Donc, il y a des jeunes qui font des services civiques, mais il y a aussi effectivement des jeunes qui rentrent dans la garantie jeune. Vous savez que la garantie jeune est un dispositif d'accompagnement renforcé qui va
un peu évoluer, puisqu'on va lui donner un peu de souplesse, on va donner un peu de souplesse aux missions locales pour adapter cette garantie jeune au nouveau public. Et vous avez raison, il y a des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont des problèmes de dépendance, des addictions, qui sont en souffrance psychique. Et avec la Covid, effectivement, on a... Vous avez senti une accentuation de ces souffrances? Pas forcément, mais ça existe. En tous les cas, c'est pas la crise qui a déclenché cette augmentation, mais c'est un nouveau public. Ouais. Et ça, c'est pareil, il faut pouvoir les accompagner au mieux. Et pour les accompagner au mieux, il faut travailler en partenariat avec des gens qui ont l'expertise de l'accompagnement de ces publics. Quelques mots sur les fameux décrocheurs, parce que ça c'est un sujet qui est très important. Là aussi, l'école diagnostique sait qu'un certain nombre de ses élèves ont décroché, c'est-à-dire ne viennent plus ou viennent par intermittence. Vous avez un rôle là, les missions locales, où c'est compliqué, parce que c'est l'éducation nationale et que c'est entre nous, à elle, de gérer ses propres difficultés, ou est-ce qu'il y a une vraie synergie avec les missions locales? Alors en tous les cas, c'est la volonté. Ouais, mais qui ne marche pas forcément toujours très bien dans le réel. Alors, il y a tout le volet prévention, et là, c'est le rôle de l'éducation nationale. Normal. Et donc, voilà. Vous n'y allez pas? Nous n'y allons pas. Par contre, 4 fois par an, nous avons demandé aux établissements scolaires de signaler les décrocheurs de l'éducation nationale. C'est ça. Et vous avez des plateformes de suivi d'aide aux décrocheurs, les PSAD, qu'on appelle PSAD rénové aujourd'hui, avec un copilotage CIO, donc l'éducation nationale et mission locale, et puis information, orientation. Voilà. Donc, eh bien, l'idée, c'est d'avoir cette liste de jeunes décrochés. Et oui, c'est ce que concrètement, et qu'on les appelle. Voilà, c'est de les appeler. Ah oui. Et puis, vous savez que depuis septembre 2020, les missions locales ont le rôle de contrôler l'obligation de formation des 16-18 ans, et que dans ce cadre-là, eh bien, on va aller chercher ces jeunes. Essayer déjà de les contacter. Ouais. Et voilà. Quand vous dites chercher, il n'y a pas de gendarmes qui vont les chercher. C'est ça. On est d'accord. C'est ça, et les accompagner et leur proposer des dispositifs adaptés en fait aux 16-18. Donc, ça veut dire qu'il y a une action très concrète menée en direction de ces jeunes que vous allez chercher, récupérer pour les remettre d'abord en formation. Alors, soit il y a un retour en formation initiale, parce que quelquefois il faut juste un petit coup de pouce, juste un petit réveil. Pas toujours. Voilà, mais quelquefois ce sont des jeunes qui ne veulent plus retourner à l'école. Et, en rupture scolaire, là. Complètement, et qu'on a besoin de remobiliser, qu'on a besoin d'accompagner. C'est un gros travail, ça. Beaucoup plus intensément. Et ça, c'est le travail de tous ceux qui sont dans les réseaux des missions locales, tous les salariés des missions locales. Tous les conseillers en insertion. Conseillers en insertion. C'est un travail difficile. Vous recrutez d'ailleurs les missions locales? Est-ce qu'il y a... Parce que c'est pas un métier facile non plus, puisqu'on parlait de métiers difficiles. Alors, c'est pas un métier facile. C'est un très beau métier. C'est un très beau métier, mais... puisque quand on arrive, eh bien, voilà, à remettre en scène un jeune, on est fiers. Quand même, c'est vrai. De belles victoires. On recrute, on a lancé une campagne de recrutement. Alors on recrute pourquoi? Parce qu'on a un challenge à relever, c'est de mettre 200 000 jeunes cette année 2021 en garantie jeune, et puis qu'il faut aller aussi repérer les jeunes qu'on n'a pas, qui sont sous les radars. Donc c'est beaucoup de travail. Donc c'est aussi délocaliser les garanties jeunes, puisque on a besoin de mailler le territoire encore plus. Donc il faut des ressources humaines. Donc tous à vos tablettes et à vos calendriers du 13 au 22 octobre 2021, c'est dans quelques jours maintenant, la semaine des missions locales, semaine nationale. Allez jeter un œil dans vos villes, il y aura des initiatives, des actions, et vous pourrez tout simplement aller à la rencontre de tous ces acteurs des missions locales. Merci Christine Cloarec d'être venue sur notre plateau, vice-présidente de l'Union nationale des missions locales, l'UNML, très engagée, vous l'aurez compris, et présidente vous-même de la mission locale du pays de Vitré, c'est en Bretagne. Merci d'être venue sur le plateau pour clore cette émission dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité et vos réactions. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel à la réalisation. Merci à Alex au son. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Et Margot Ruot qui m'accompagne dans cette émission. Je serai là demain, je l'espère. Portez-vous bien. Bye bye.